Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va traiter de la maladie rare. En somme, c'était l'enjeu de l'hyper-singularité en santé. Et pas simplement, l'idée, c'était de voir s'il y avait une différence entre la vulnérabilité, condition, je dirais, classique de l'humain, et l'hypervulnérabilité, qui éventuellement renverrait à la question de la maladie rare. Et à ce moment-là, d'une vulnérabilité qui est plutôt une condition d'intégration à une hypervulnérabilité qui est plutôt une condition d'exclusion. En tout cas, de voir comment on travaille ces notions-là, et puis de proposer un parcours, une vision qui n'a absolument rien d'exclusif, hein, mais de dire, voilà, l'en-deçà de ce que l'on a appelé la maladie rare, on va y revenir bien évidemment dans un instant, on va définir ce qu'est la maladie rare, mais donc de revenir très rapidement sur cette généalogie de la rareté au sens d'anomalie. Et là, vous vous souvenez, on avait fait bien évidemment ce cours sur les anormaux avec Foucault, mais de l'archéologie du monstrueux, et puis jusqu'à précisément le cas, je l'ai mis, du patient zéro, du cas index, et c'est-à-dire d'une certaine manière d'une stigmatisation renversée et qui se joue dans les maladies rares, mais pas seulement. C'est comment tout d'un coup, ce qui est perçu comme une hypervulnérabilité au départ, à un moment donné, peut prendre un certain type de rôle, peut être assez régulateur, collectivement parlant, et puis aussi avec toutes les difficultés et tout le mythe auquel renvoie la question du patient zéro. Bon. Mais qui permet tout de même un nouvel itinéraire de reconnaissance. Dire aussi quelque chose sur le patient qui a la possibilité d'être un artiste aussi, et très souvent qui éventuellement par un livre va venir raconter et transformer là aussi son hypervulnérabilité. Et je dirais juste, je donnerai quelques exemples à la fin. Bon voilà, donc qu'est-ce qu'une maladie rare? Tout simplement, les maladies rares sont des maladies dont la prévalence est faible. Et là, je dirais que tout dépend les topologies auxquelles on renvoie, en tout cas entre 1 sur 1000, entre 1 sur 2000, jusqu'à 1 sur 200 000, donc véritablement un spectre très très large. Puisque suivant les pays, on va définir la prévalence différemment. Et alors pour le cas français, c'est généralement oui, à partir de 1 sur 2500, on considère qu'on est sur des maladies rares. À peu près entre 6000 et 8000 maladies rares sont dénombrées, avec un état de l'art qui est très très évolutif, puisque 5 nouvelles, à peu près une moyenne de 5 nouvelles maladies rares sont décrites chaque mois dans la littérature médicale. On considère qu'en France, les maladies rares touchent à peu près entre 2,5 millions, 3 millions de personnes, à peu près 30 millions en Europe, à peu près la même chose sensiblement, en tout cas les mêmes chiffres aux États-Unis. Et puis, qu'est-ce que ces maladies sont généralement 80% d'origine génétique. Lorsqu'on parle de maladies orphelines, c'est un petit peu à différencier, même si souvent les maladies rares sont aussi des maladies orphelines, mais maladies orphelines, c'est qu'elles ont en plus elles sont sans traitement efficace. Et puis, c'est vrai que ces maladies rares sont éventuellement un modèle archétypal pour l'avenir, dans la mesure où est-ce qu'elles vont se développer de plus en plus,
dans la mesure où à 80% d'origine génétique, lorsqu'on sait aujourd'hui, par exemple, la révolution avec CRISPR-Cas9, donc avec l'édition génomique, donc de fait, c'est à la fois une lutte totalement directe contre ces maladies rares, puisqu'on a la possibilité de corriger un gène mutant et un gène, entre guillemets, dysfonctionnant, mais en même temps, en pénétrant dans une sphère où, vous savez que CRISPR transmet et transforme la lignée germinale, et donc, bon, les conséquences de l'édition génomique, là aussi, ne sont pas aussi simples que ça, et peut-être que, à la fois en luttant contre un certain type de maladie rare, on en fera surgir d'autres. En tout cas, c'est un des points importants, et elles ont des caractéristiques, bien évidemment, de vécu. D'abord, plusieurs choses. D'abord, les malades sont confrontés à ce qu'on appelle l'errance diagnostique, qui est un des premiers points très compliqués à appréhender. Et je dirais, il y a une confrontation successive avec différents types d'abandon. Je pense qu'il y a un sentiment abandonnique très fort dans la question de la maladie rare, dans la mesure où il y a une insuffisance de la prise en charge, il y a une insuffisance de la connaissance, donc un sentiment d'être là aussi souvent abandonné d'une certaine manière même de ce côté-ci, insuffisance des moyens financiers, insuffisance des mobilisations. Là aussi, les investissements ne sont pas que d'ordre financier, ils sont l'investissement moral, l'investissement politique est tout à fait important. Le manque d'information aussi du côté des professionnels de santé et du médico-social. Et ces maladies, elles sont généralement graves, chroniques, évolutives, avec un pronostic vital souvent, bien évidemment, en jeu, et elles touchent, bien évidemment, en premier temps, ces fameuses capacités vitales. Alors, avec tout ce qui concerne les myopathies, plutôt la question du déficit moteur, et puis d'ailleurs, généralement, elle touche différents types de déficit moteur, sensoriel, intellectuel. C'est aussi des problématiques, bien évidemment, notamment si on parle de la mucoviscidose, de respiration, c'est le fait d'avoir des déficits immunitaires, etc., etc. Donc, en fait, quand on met le pied dans la maladie rare, on met le pied dans une version totalement holistique de l'invalidité. C'est-à-dire que si on prend par exemple le seul cas de la mucoviscidose, bien sûr on se dit, bon, la problématique est sur la difficulté respiratoire. Or non. C'est bien évidemment, en touchant ce point-là, tout un autre type de point se déclenche, et donc non seulement c'est bien évidemment les difficultés respiratoires, mais en fait les troubles sont bien plus contigus, troubles digestifs très très forts bien sûr, gêne pour alimentation, gêne pour le sommeil, des toux incessantes, infectieuses, des lésions bien évidemment chroniques, des bronches, des altérations digestives, etc., qui font que bien évidemment il y a une masse musculaire moindre, qu'il y a une immunité moindre, enfin toute une cascade de problématiques, et sans parler du fait que donc toute une disqualification progressive du fonctionnement des organes. C'est ça qui est vécu aussi dans les différentes maladies rares. Alors, prenons le cas de la mucoviscidose, on y reviendra tout à l'heure d'ailleurs. De fait, les progrès
sont absolument considérables aussi sur le cas de la mucoviscidose. Et donc, à la fois, c'est l'espérance de vie qui se rallonge, et c'est donc de fait des nouveaux enjeux qui surgissent, notamment avec la question du désir d'enfant, qui arrive chez des... Alors on peut dire c'est fantastique d'ailleurs, mais qui, par ailleurs, à ce moment-là, affronte une des autres altérations qui est directement liée aussi à la mucoviscidose. En tout cas, par exemple, chez les hommes, vous avez 95% des hommes qui sont stériles. Donc, on voit très très bien que vous avez une incapacité pour la majorité des patients atteints de mucoviscidose de suivre normalement le cours de leur vie, c'est-à-dire en gros d'avoir une tâche professionnelle très prenante, de suivre des cours, donc de faire des études, etc. etc. Qu'est-ce que je cherche à dire? Tout simplement que c'est une narration de vie empêchée. C'est ça qui se joue souvent dans la maladie rare. C'est-à-dire que tout, voilà, tout à un moment donné vient empêcher le déroulement d'une vie. Autre point généralement qui lie toutes ces maladies rares, c'est bien évidemment une proximité quasi quotidienne permanente avec le réel de la mort, puisque la question souvent du pronostic vital est engagée, et donc une perception du temps, de la mort, qui est transformée quand même de manière assez irréversible. Alors vous allez me dire, mais nous sommes tous bien évidemment mortels, donc ça c'est un fait, mais précisément, comme dit Freud, l'inconscient se croit immortel. En tout cas, nous vivons précisément parce que, en tout cas, cette proximité avec la mort, à un moment donné, s'efface régulièrement pour venir se réaffirmer, mais précisément. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la proximité est 24 sur 24, si elle n'est pas sublimée, c'est la pulsion mortifère qui l'emporte, et donc, généralement, c'est soit un passage à l'acte contre soi-même, soit un passage à l'acte contre un autre, mais en tout cas, il y a la proximité avec le réel de la mort ne peut pas ne pas être sublimée. Or là, elle est quand même très, très, très accentuée. Autre chose qui est très difficile à vivre, c'est, je dirais, un cinquième amendement impossible. Si vous connaissez le cinquième amendement américain, qui est la base, si j'ose dire, du Bill of Rights, qui est une des bases en tout cas du Bill of Rights, c'est le droit de ne pas témoigner contre soi-même. Bon. Qu'est-ce que je cherche à dire par là? C'est que dans la maladie rare, le corps est perçu comme jamais, comme un ennemi, comme l'impossible allié. C'est-à-dire que c'est ça qui, je pense, est profondément déroutant, c'est qu'on ne peut pas penser son corps comme un allié. Et c'est là où je dis, c'est le cinquième, c'est comme si sans cesse on contracte contre soi-même, alors que la base de l'autoconservation, c'est de ne pas contracter contre soi-même. Encore une fois, bien évidemment, nous allons tous vers la mort, donc, d'une certaine manière, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, il se joue quelque chose qui est où à chaque fois, le corps vient contracter contre soi-même. C'est bien évidemment très souvent une crainte, et pas qu'une crainte d'ailleurs, de la mise au banc, donc de l'exclusion, donc toujours un grand parcours d'expérience de l'exclusion sociale. C'est un fait. D'abord parce que la proximité avec la mort vous éloigne des autres, de fait. Et puis sans doute, et c'est là où on verra quelque chose qui a
à voir avec le monstrueux, c'est que vous êtes mis au banc comme un monstre. Donc, je pense que l'archéologie du monstrueux, là, vient nous raconter quand même quelque chose. C'est également une crainte de la transmission à la descendance. Et ça, c'est un point aussi très très dur, parce que c'est une chose de contracter contre soi-même, c'est déjà insupportable, mais de contracter contre l'autre aimé, c'est insupportable. C'est-à-dire que de victime, vous devenez bourreau. De manière archétypale, non seulement victime, mais éventuellement dans la possibilité de créer la victime ailleurs, alors que vous êtes sans doute celui qui est le plus à même de comprendre que le destin victimaire est injuste et insupportable. Donc un sentiment bien évidemment d'injustice très très fort. Autre point également qui, je pense, renvoie à tous ces vécus de maladies rares, une quête de la causalité, une quête de la question originelle, une quête de la question de nommer la responsabilité. Et donc, ce qui renvoie bien évidemment demain à des attentes extraordinairement fortes du côté bien évidemment de la médecine génétique, et à tort et à raison, parce qu'on sait à quel point la médecine génétique à la fois délivre un certain type de données et puis délivre en même temps une confusion, enfin, en tout cas une difficulté à interpréter ces données de la manière la plus certaine. Ce n'est pas du tout simple. Donc plus on pénètre dans la médecine génomique, plus on renforce les niveaux d'incertitude aussi. Bon, et donc la quête de la causalité n'est pas prête de s'éteindre d'une certaine manière, mais en même temps, elle anime considérablement le vécu des maladies rares. Un autre point important, et qui va avec la question du 5e amendement contrarié, si j'ose dire, c'est comme seule perception, pas comme seule perception, mais en tout cas dans un premier temps, l'univers de la seule sanction. C'est-à-dire que c'est un peu la fin du mérite, si j'ose dire. Pourquoi ? Parce que les maladies rares sont évolutives, et donc le sentiment, c'est une mise en échec de la volonté, au sens où, malgré la meilleure observance, malgré les meilleurs soins, etc., de fait, c'est un combat, non pas perdu d'avance, mais en tout cas, qui peut être ressenti comme tel. Et donc, et tout fait sanction. Tout fait sanction, c'est-à-dire non seulement, bien évidemment, la non-observance ou la mauvaise observance fait sanction, mais la bonne observance fait sanction. Et donc, c'est là ce que j'appelle la fin du mérite, c'est-à-dire qu'on a beau être méritant, le chemin ne peut absolument pas créer de gratification. Alors, bien sûr, tout l'enjeu est de montrer que si, bien sûr, mais là encore, dans un premier temps, c'est ce qui peut être ressenti, c'est-à-dire aussi d'être ce qui met en échec la notion de progrès, et bien évidemment de le ressentir ça aussi comme un sentiment abandonnique fort. Donc une sorte de spirale du pire, c'est-à-dire que ce n'est pas, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe dans les questions de traumatisme ? C'est que le traumatisme a eu lieu. Alors,
Il y a bien évidemment un stress post-traumatique, mais il a eu lieu. C'est-à-dire que quelque chose, tout de même, est clos. Dans la maladie rare, chronique, évolutive, non. Le traumatisme est devant. Toujours. Donc non seulement il a eu lieu, mais il est devant. Il est devant et encore devant. Alors certains pourraient même être désagréables en disant, et tant qu'il est devant, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, il faut vivre avec cette idée que c'est une bonne nouvelle que le traumatisme soit devant. Ce qui est quand même un itinéraire pas simple. Parce que non seulement il a eu lieu, mais il a lieu et il aura lieu. En tout cas, le temps de la rareté de cette maladie et du caractère plus ou moins orphelin des traitements. Donc ça, c'est une atteinte directe au futur. C'est-à-dire la certitude, non pas que le traumatisme a eu lieu, mais la certitude du traumatisme à venir. Et si vous vous souvenez, avec Candiem, on avait vu que qu'est-ce que c'est que la santé? La santé, c'était, on y reviendra aussi tout à l'heure, c'était le fait de pouvoir assumer une infidélité du milieu. Hein, c'est-à-dire que, en somme, à chaque fois, la santé, c'est d'abord un pouvoir d'adaptabilité et c'est le corps confronté à un milieu qui va trouver un certain type de solution. Et même si dans ces solutions, la maladie participe de la solution. En tout cas, il y a un phénomène de création. Et de fait, là, c'est comme s'il était impossible de vivre cette plasticité du corps, parce que la solution ne se trouve pas. La création face au milieu n'arrive pas à se mettre en place. Autre point important, mais qui renvoie précisément, alors là, qui peut renvoyer aussi aux tests génétiques, qui demain, d'ailleurs, vont être de plus en plus présents dans notre médecine, c'est que l'annonce possible d'un risque, si le test génétique est effectué dans le cadre médical, peut conduire le sujet à réaliser une sorte de deuil anticipé d'une normalité avec laquelle classiquement il se construit. C'est ça qui va aussi advenir, c'est-à-dire un test génétique qui me dit que à tant de pourcents je suis en risque de, et tout d'un coup je fais au moment de l'annonce l'expérience d'un deuil anticipé d'une normalité. Alors, qui était celle qui était liée à l'ignorance, et qui d'ailleurs tout à fait comprendre que le droit de savoir, le droit de ne pas savoir, qui n'est pas du tout d'ailleurs respecté avec la question de la médecine génétique, puisque à partir du moment où vous êtes sachant d'un risque génétique, vous avez l'obligation d'informer la parentèle. Ce qui est antinomique avec le fait que cette parentèle, par exemple, ait envie éventuellement de préserver son droit de ne pas savoir. Donc là, la loi française n'est pas simple, puisque, bon. Mais ce qui est certain, c'est que les tests génétiques vont produire des télescopages du temps, au sens où vous avez, et c'est par exemple, je vous renvoie à un texte de Gargiulo et de Dure, qui avait été publié dans Esprit en 2014, qui s'appelle « Anticiper le handicap, les risques psychologiques des tests génétiques » et qui fait plutôt un travail sur les risques psychologiques, précisément sur l'annonce, au moment de l'annonce, et où comment ces tests qui sont pré-symptomatiques, voire pré tout court, puisqu'il y a un risque ou pas d'apparition du symptôme, produisent de fait un télescopage du temps dans la mesure où il y a un travail d'anticipation, d'annonce et de ressenti de la maladie avant même que la maladie n'existe
et ne soit effectivement déclaré. Donc, ce sont voilà, quelques points qui viennent valider ces différentes maladies rares. Autre texte qui peut vous intéresser, qui est celui de Marie-Josée Del Volgo, V-O-L-G-O. C'était paru en 2015 dans le Journal des psychologues, et c'est une sorte d'étude de cas sur la mucoviscidose. L'article s'appelle « Mucoviscidose et subjectivité » à la rencontre des patients, et où là aussi, elle va essayer comme ça de lister quelques grandes caractéristiques de la maladie rare, et notamment ce qu'elle appelle le drame subjectif du patient, du malade. Et le fait, bien évidemment, dit-elle, que la médecine répugne bien souvent à prendre en compte le drame subjectif du malade. Et donc, qu'elle en appelle au fait de permettre aux patients d'associer librement sur ce qui lui arrive, et de considérer que c'est là une étape importante dans son parcours médical. Elle appelle ça l'instant de dire. Et elle rappelle que, hélas, très souvent dans les maladies rares, l'enchaînement permanent des soins fait que cet instant de dire est quasiment nié, en tout cas laissé de côté, alors que précisément, il raconte quelque chose du drame subjectif du patient, et que c'est bien évidemment un point tout à fait essentiel pour venir accompagner un soin digne de ce nom. Alors, elle renvoie dans ce texte au journal que vous connaissez peut-être, au journal de Johann Heuchel, qui est un texte écrit dans les années 90, et qui raconte tout simplement, c'est un journal racontant la vie des mucos, la vie donc des patients atteints de mucoviscidose, qui est aujourd'hui considéré comme dépassé par rapport aux immenses évolutions que connaît le traitement de cette maladie. Rapidement, c'est une des pathologies les plus connues depuis le Moyen-Âge, et d'ailleurs elle fait une petite généalogie de cette maladie dans son texte. Elle rappelle que c'était ce qu'on appelait la maladie du baiser salé. Ça aussi, c'est très intéressant de voir que quantité de maladies rares ont des noms aussi qui sont, à un moment donné, comme s'il s'agissait de sublimer quelque chose d'insupportable, des noms assez magnifiques. Je pense les enfants de la Lune, par exemple. C'est très typique de cela. Mais bon, donc la maladie du baiser salé, pourquoi? Parce que les mères qui embrassaient leurs enfants constataient un goût salé lié à la forte concentration en chlore de la sueur. Et donc, c'est ainsi que c'était souvent appelé. Et puis, il a fallu attendre les années 70 pour mieux connaître et traiter cette maladie, et si bien que l'espérance de vie des patients est passée de 7 ans en 1965 à 29 ans en 1992, et aujourd'hui à 50 ans en 2012. Donc, c'est un horizon qui, quand même, est totalement changé, avec des nouvelles demandes, de fait, notamment, bien évidemment, sur la question des désirs d'enfants, de grossesse, parce que si les hommes sont souvent, enfin pas souvent, quasi, à 90% stériles, les femmes ne le sont pas. Donc, de fait, la question de l'enfantement se pose. Mais juste pour vous dire la question de la thérapie génique, le gène a été isolé en 1989, et depuis ont été découvertes 1900 mutations sur ce gène. Donc, on a une
thérapie génique qui est extraordinairement complexe, même si bien évidemment elle est pourvoyeuse d'un progrès fantastique pour les malades. Alors, Johann Oschel, il est en 1990, donc il ne bénéficie pas des dernières avancées, bien évidemment, de la thérapie génique sur ces questions-là. Et donc, c'est vrai que le vécu de la maladie a changé. Mais néanmoins, il donne quand même pas mal de choses sur qu'est-ce que c'est la maladie rare quand précisément elle n'est pas encore traitée et pas assez bien traitée. Et donc, d'abord, il explique que c'est bien évidemment un phénomène d'exclusion très très fort, mais surtout d'exclusion au sens où il perd ses amis atteints de mucoviscidose. Donc, non seulement c'est une proximité de sa propre mort, mais c'est la proximité avec la mort de ceux qui sont atteints par cette même maladie. Et notamment, dans ce journal, il parle de la mort de son amie Martine, de sa grande sœur idéale, et du fait que là aussi, il dit peur que l'hécatombe continue, j'ai peur que ça finisse mal pour lui aussi, peur de faire un jour le tour de France des cimetières où seront enterrés mes amis, etc. etc. Bon, donc ça c'est déjà cette expérience-là. Le deuxième point qu'elle note, c'est l'ambivalence, bien sûr, des rapports avec la vie et la mort. Et je dirais, c'est peut-être d'ailleurs ce que fait l'hypervulnérabilité, c'est de trouver des voies comparatives, des voies de dialogue insoupçonnées par précisément ceux qui ne sont pas dans cette hypervulnérabilité. Et je vais donner juste un exemple, c'est-à-dire que comme les chemins classiques de la sensibilité sont obstrués, d'autres chemins surgissent, d'autres manières de voir surgissent. Et par exemple, dans ce journal, quand je dis voilà des voies comparatives insoupçonnées, vous avez une comparaison qui est faite entre la greffe et l'amour, ce qui est assez particulier. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est bien évidemment ce qui est attendu, ce qui est espéré. La greffe est espérée comme l'amour. Ce qui vient transformer, en tout cas sur le papier, terriblement la vie. Et donc, curieux, dit-il, curieux cette relation entre la greffe et l'amour, ce sont tous deux mes objectifs depuis quelques années. Ils se sont développés simultanément, tous deux sont extrêmement fragiles et relèvent de l'espoir en un avenir meilleur, tous deux m'aident à devenir un être humain à part entière. Donc, et d'ailleurs, longtemps, il va bien évidemment, ce qui est assez logique, considérer la greffe comme le paradis. Et puis également le fait que, dit-il, d'avoir des retournements assez inattendus, au sens où d'abord hôpital, monde du soin, sentiment d'exclusion, etc. Et puis dans un deuxième temps, bien sûr, c'est ici à l'hôpital que je me sens presque plus vivant, c'est un peu chez moi, ici, j'y ai presque plus ma place que dans ce lycée où je ne parviens pas à m'intégrer. C'est un phénomène, bien sûr, classique de stigmatisation inversée, où tout d'un coup, ce refuge qui est considéré comme quelque chose où on ne veut pas y mettre les pieds, à un moment donné, devient précisément un nid et un lieu où on peut être. Autre point important, c'est ce sentiment, dit-il, d'être captif depuis la naissance. Et là aussi, ça renvoie
voilà, précisément à ces sentiments de vie contrariés et ces disqualifications de la vie. Sachant que tout à l'heure on a dit que les maladies rares, c'était une approche holistique, entre guillemets, de la disqualification de tout, des organes, c'est-à-dire que, et puis quantité de troubles qui viennent s'accumuler, et pas simplement à un seul endroit, mais tout d'un coup, voilà, comme un jeu de dominos terrible. Il faut bien évidemment rajouter aussi la question psychique. C'est-à-dire que très souvent, ceux qui sont atteints, par exemple, prenons simplement le cas de la mucoviscidose, connaissent la dépression. Pas du tout, ne sont pas exempts, en plus de vivre cette autre maladie qui s'appelle la dépression, parce qu'ils ont ce sentiment, encore une fois, d'être captifs depuis la naissance, de se battre depuis toujours, de ne pas avoir de sentiments évolutifs positifs, et que là aussi, c'est loin d'être simple, et donc ils traversent très souvent des épisodes dépressifs forts. Alors, pourquoi faire retour à cette archéologie du monstrueux lorsqu'on évoque la maladie rare? Ben, sans doute précisément parce que ce n'est pas une maladie classique, parce qu'elle relève de l'exception, qu'elle peut être vécue très vite comme une tare et pas simplement comme une exception, d'autant plus qu'elle est d'origine génétique, et qu'effectivement on est dans le registre déficitaire, on est dans le registre de la malformation, de l'insuffisance, du défaut, de l'informe, qui a des conséquences vitales, et très très vite dans l'ordre de la culpabilité, de la punition, puisqu'on a dit tout à l'heure sur cette recherche de la cause, qu'ai-je fait pour être ainsi, pour être atteint. Et encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, mais si la vulnérabilité nous ouvre un chemin vers la condition humaine, l'hypervulnérabilité, qui est sans doute d'ailleurs une immense expérience de subjectivité, mais en même temps une subjectivité qui fait surgir véritablement un sentiment très grand d'altérité en soi. Et dans ce texte de Bertrand Nouaille, Le monstre ou le sens de l'écart, et c'est un essai à partir du livre d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire sur la tératologie. Ce livre de Bertrand Nouaille rappelle que voilà, l'expérience de la maladie, d'une certaine manière, est celle d'une altération en soi. L'expérience du monstre est plutôt une altération de soi, pas tout à fait située au même endroit, ou une expérience de maladie rare. Le monstre nous horrifie. La maladie rare nous fait peur, pas simplement ceux qui sont atteints par elle, mais l'univers de la société autour. Et ce qui est compliqué avec la question du monstre, c'est que très souvent, l'impuissance est du côté souvent de celui qui fait face au monstre. La maladie rare, c'est le monstre du monstre, puisqu'en plus, la toute-puissance ne peut pas être un refuge pour celui qui est atteint d'une maladie rare. Généralement, là encore, on a un sentiment très fort qui est du côté du malade et qui renforce sa stigmatisation. Pourquoi il y a quelque chose aussi du monstrueux? Parce que le monstrueux est ce qui se situe à l'interstice des catégories. Alors bien sûr, homme, animal, bon, c'est une possibilité de monstre. Mais, par exemple, prenons le cas de la progéria.
donc de ce phénomène de vieillissement qui est absolument dégénérescent et qui donne le sentiment qu'un enfant est déjà un vieil homme. Ça, c'est un problème d'interstice des temporalités, par exemple. Ça a quelque chose de monstrueux. Ça a quelque chose qui, en tout cas, fait écho à cette transgression de l'ordre des événements. Il y a quelque chose d'une rencontre transgressive avec l'altérité, avec l'inconnu. Il y a quelque chose d'un sentiment d'hybridation. Alors, bien évidemment, ce sont des figures qui sont à archi-potentiel symbolique. Je dis juste ça parce que vous avez peut-être lu le livre de Mary Douglas, grande anthropologue, qui a été traduit en français par de la Souillure, et qui, en anglais, renvoie à la question de Purity and Danger. C'est comme ça le titre original, texte de 1966. Donc, ça, voilà, immédiatement, l'anomalie, très très vite, vous savez que nous avons une capacité à moraliser le biologique, et donc à moraliser la question de l'anomalie. Et donc, ce qui est anormal, très vite, est jugé comme dysfonctionnant à d'autres niveaux, éthiquement parlant. Il y a quelque chose qui nous alerte sur le caractère d'impureté de la chose. Et anthropologiquement, Mary Douglas rappelle précisément aussi qu'il y a une relation directe entre anomalie et pensée symbolique, et que d'une certaine manière, il y a une fonction symbolique forte de l'anormal, du monstre, dans les sociétés. Alors, ce qui est d'ailleurs très intéressant dans le retournement possible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une fonction symbolique forte par l'hypervulnérabilité, c'est déjà c'est une voie vers la possibilité de transformer l'hypervulnérabilité en capacité. Donc, là aussi, l'anormal, nous dit Foucault, et là je ne reprendrai absolument pas ce qu'on avait vu ensemble sur les anormaux, mais je vous rappelais que l'anormal, chez Foucault, est tout simplement un monstre quotidien, un monstre banalisé, dit-il. L'anormal va rester longtemps encore quelque chose comme un monstre pâle, un monstre pâli et banalisé, et il y a trois grandes figures qui viennent raconter cette archéologie du monstrueux. L'anormal, d'abord du XIXe siècle, puis ensuite l'incorrigible, le délinquant, et qui est une continuité de cette figure, et puis la dernière continuité de cette figure, qui est encore plus basée, dit Foucault, sur le corps et sur l'intimité du corps scruté, c'est le masturbateur, l'onaniste. Et donc c'est le monstre anormal, délinquant, incorrigible, et onaniste. Tout ça, c'est la même lignée, c'est une même archéologie, et qui généralement fait que la société produit des appareils de correction, de discipline face à cette lignée-là. Alors, revenons, à notre maladie rare. On continue. J'avais dit tout à l'heure, voilà, quelque chose qui est sur les infidélités du milieu et l'impossible, je dirais, expérience de la complexité d'un corps.
C'est-à-dire qu'en gros, dans la maladie rare, la grande expérience, c'est effectivement les complications, pour faire un mauvais jeu de mots, mais alors la complexité du corps comme création de solutions, comme dit Simondon, individuation résolutrice. Voilà, c'est-à-dire qu'en somme, l'individuation résolutrice est celle qui conserve les tensions dans l'équilibre de métastabilité au lieu de les anéantir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Ça veut dire précisément que la maladie rare n'a aucun accès possible à la métastabilité. La métastabilité, c'est quoi? C'est précisément le fait qu'on est capable de traverser des maladies. C'est ça, hein, la métastabilité. C'est-à-dire que précisément dans les déséquilibres, dans le chaos, le corps fournit un certain type de création qui fait que la tension des contradictoires, on est capable de traverser ça. Et Canguilhem le dit autrement dans le normal et le pathologique, une vie saine, une vie confiante dans son existence, c'est une vie en souplesse, en flexion. Et encore une fois, une vie qui n'est pas collée au milieu dans lequel elle est, qui peut répondre aux accidents et aux variations, aux fuites, aux trous, aux dérobades, aux résistances inattendues, etc. C'est les fameuses infidélités. Voilà. Et dire que le vivant fait milieu ne signifie pas que ce milieu qu'il qualifie comme milieu ne présente pas des événements imprévus, mais au contraire, la souplesse du vivant consiste à épouser, dit, comment dire, à la fois Canguilhem et Noailles, le commentant, toujours dans le petit texte sur le monstre ou le sens de l'écart. La souplesse du vivant consiste à épouser l'histoire de son milieu en devançant ses infidélités. Ça aussi, c'est une définition possible de la santé qui est très intéressante, c'est-à-dire, il dit, et qui est alors totalement dans la voie de Canguilhem, c'est-à-dire ce devancement, ce pouvoir d'être dans l'émancipation, c'est ce qu'on nomme la santé. L'émancipation comme système même de vie. C'est vrai. C'est ça la santé quand même. Cette possibilité, dit encore Canguilhem, cette possibilité de tolérer, j'adore, des infractions à la norme habituelle, et bien évidemment d'instituer des normes nouvelles dans une situation nouvelle. On l'avait vu, la capacité de la santé, c'est d'inventer une nouvelle norme. Pas du tout de suivre. Et c'est ça. Ce qui est normal pour un vivant, c'est de pouvoir modifier ses normes de vie. Et c'est ça qui est atteint dans la maladie rare. Vous ne pouvez pas modifier vos normes de vie. Vous ne pouvez pas être organisateur de votre milieu de vie. Parce que normalement, c'est ça être. C'est-à-dire la capacité d'un sujet, c'est ça, l'individuation résolutrice, c'est précisément d'arriver à maintenir la norme qu'on invente dans un milieu. C'est ça voilà. Je continue, toujours Canguilhem, un vivant est normal dans un milieu donné, pour autant qu'il est la solution morphologique et fonctionnelle trouvée par la vie pour répondre à toutes les exigences du milieu. Voilà. Donc c'est ça, c'est-à-dire vraiment
l'atteinte totale n'être jamais la solution. C'est là où je disais vraiment contracter sans cesse contre soi-même. Maladie rare, on éprouve véritablement c'est ça, quelle est où se niche le sentiment de liberté de celui qui est atteint par une maladie rare. Et bien évidemment que, heureusement, de fait, ça existe, bien évidemment. Mais c'est ça, et alors en revanche, là où ça existe, il est certain que l'expérience de subjectivité qui se joue là, elle est plus que digne, et voilà. Donc voilà, donc ce qui... Alors, là aussi, il revient à la question du monstre pour dire que le monstre, précisément, dit-il, échoue à être un centre à partir duquel rayonne un milieu extérieur. Les monstres ne sont pas viables parce que, précisément, ils entretiennent avec le milieu extérieur une relation qui n'est pas celle de la création. Ce que je ne pense pas, d'ailleurs. Vous allez faire un tour dans les champs de Maldoror, Lautréamont, vous allez voir si les monstres n'organisent pas le milieu extérieur. Et heureusement, pareil, un tour dans la science-fiction. Bon, mais c'est la science-fiction. Donc, la question, bien évidemment, c'est à un moment donné... mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, passer à un degré supérieur d'individualité, c'est être organisateur d'un monde. Et donc, l'important aussi dans le soin, c'est de voir comment on peut aider, on peut accompagner le patient pour être organisateur d'un monde, alors même qu'il peut être atteint d'une maladie rare qui, précisément, est quasiment ce qui fait obstacle à cela dans toutes ces dimensions. Et autre citation de Candyem, la maladie est un mode de vie rétréci sans générosité créatrice. Alors, justement, une version réorganisatrice de son milieu, je trouve, et qui souvent est arrivée par précisément la clinique des maladies chroniques, voire des maladies rares, en tout cas, c'est précisément ce qu'on peut voir avec le patient expert. C'est quand même un peu cette histoire-là, qui est bien évidemment issue de la clinique du sida d'abord. En 1980, être atteint du sida, c'est éprouver quasiment cette question de, pas de maladie rare au sens où la prévalence va être bien évidemment plus forte, mais au minimum, dans un premier temps, d'une maladie orpheline, en tout cas d'un traitement non efficace, et d'une proximité avec la mort immense, en plus d'un sentiment d'être puni de différentes choses, d'être atteint dans sa sexualité, dans son rapport érotique aux autres, donc là aussi nullement neutre en termes de responsabilité par rapport à son environnement relationnel. Alors, le patient zéro, ou ce qu'on appelle le cas index, ça aussi, c'est totalement quelque chose de fantasmé. C'est fantasmé d'abord parce que c'est extraordinairement compliqué de savoir qui est le patient zéro. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement ça, c'est de voir comment les sociétés, les médias se sont appuyés d'abord sur cette question du patient zéro. Quel rôle a été donné? Alors, notamment, vous irez voir cette histoire de Gaëtan Dugas, qui a longtemps, avec David Carr, porté ce rôle de patient zéro du sida, alors que, de fait, les travaux par la suite ont démontré que non, c'était fortement improbable. Mais
précisément, dans le cas de l'épidémie, dans le cas du sida, le rôle de patient zéro qu'a porté, prenons par exemple le steward québécois Gaëtan Dugas, a été absolument aussi important pour mettre en place toute une histoire autour de cette maladie, surgissement de cette maladie comme aussi une cause publique. Ensuite, vous avez eu le livre de Randy Shilts en 87, où à partir de ce moment-là, on a eu véritablement le mythe de cette question du patient zéro. Et puis, petit à petit, de la visibilité qui est orchestrée autour, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, l'hypervisibilité, et que permet cette hypervisibilité d'être réorganisatrice d'un milieu, parce que bien évidemment, derrière, c'est toute la question des associations de patients, des vécus singuliers qui tout d'un coup viennent par la médecine narrative et puis par la communication autour de ce vécu, à la fois s'appuyer sur la stigmatisation qui est vécue et en même temps la renverser parce qu'il y a un effet d'hypervisibilité et donc, bien évidemment, il y a quelque chose qui se joue comme une reconnaissance possible, le fait de parler, bien évidemment, d'une maladie, le fait d'aller intéresser autour de ce cas, le fait de trouver des financements, etc., etc. Donc, et puis bien évidemment, donc ça c'est d'abord, je dirais, le patient porte-parole d'une maladie, et puis petit à petit, aujourd'hui, bien évidemment, la qualification du patient expert, avec notamment les cadres de l'éducation thérapeutique. Nous, on a une loi 2009 qui est la loi hôpital, patient, santé et territoire et qui a non seulement favorisé la question des patients experts, mais posé l'obligation de l'éducation thérapeutique. Et je vous le dis parce que sans doute ici vous le savez, mais la chaire est aussi liée à l'université des patients. Vous savez que nous sommes, la France, le seul pays à diplômer les patients experts au travers d'une université des patients qui existe à Paris, qui existe à Marseille, qui existe à Grenoble, qui a été fondée par Catherine Tourette-Turgis et qui est portée notamment par l'UPMC, donc l'université Pierre et Marie Curie. Donc là, la nouvelle promotion est lancée d'ailleurs. L'année dernière, 111 patients experts ont été diplômés au travers de 4 masters. J'en ai 3 dans la tête et le 4e va arriver, mais démocratie sanitaire, éducation thérapeutique, des parcours liés à l'oncologie aussi, à tout ce qui s'appelle la clinique du rétablissement. Bon. Alors c'est très très intéressant parce que alors là, pour le coup, on voit une transformation de ceux qui ont ce vécu, soit des maladies rares, soit des maladies chroniques incurables, et qui généralement ont vécu tout ce qu'on a raconté à un moment donné sur les grandes caractéristiques vécues par ceux qui sont atteints de ce type de maladie, c'est-à-dire d'abord un phénomène de désintégration sociale, parce que la relation avec le travail est compliquée, la relation avec les études est compliquée, la relation avec l'entourage affectif est compliquée, etc., etc. La relation avec la société est compliquée. Pourquoi? Mais parce que, bien évidemment, le chemin de ressentiment aussi est plus fort. Comme il y a un sentiment abandonnique fort, comme il y a un sentiment de frustration, il y a souvent, de fait, aussi un combat avec son propre ressentiment qui n'est pas simple, avec un sentiment d'être abandonné par la société, ou donc, bon,
donc toutes ces expériences-là, et puis, qu'est-ce que fait l'université des patients? Elle inverse ce process, elle utilise le statut à la fois transitionnel et transférentiel de l'étudiant pour réintégrer quelqu'un qui a été précisément petit à petit, qui a subi toute une série de disqualifications, et donc par le biais de la connaissance, d'abord de considérer que bien évidemment le lieu de l'hypervulnérabilité est un lieu de compétence. Ça, c'est un renversement total, de se poser la question de quelles sont les compétences acquises dans ces moments d'adversité totale et de confrontation à l'hostilité physiologique. Qu'est-ce qu'on apprend? Quel est le type de compétences? Et donc, ce n'est pas simplement l'expérience, c'est l'expertise. Et comment on transforme une expérience en expertise? Et ça, c'est véritablement un enjeu considérable pour le soin, bien évidemment pour la personne elle-même, mais pour le soin en tant que tel. Et donc, sans parler du fait que très souvent, dans l'accompagnement de ceux qui sont atteints par les maladies rares, les patients experts ont une crédibilité tout à fait importante. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de confiance très fort qui se joue avec le patient expert, plus qu'avec le médecin qui est jugé, certes, légitime dans son savoir, mais qui n'est pas jugé crédible. Alors que vous avez un phénomène de connivence entre légitimité et crédibilité qui se joue avec le patient expert. Et c'est très très important parce qu'on commence à voir aujourd'hui que l'observance des traitements et la manière beaucoup plus holistique d'attraper la maladie, de se confronter de transformer sa qualité de vie se joue beaucoup plus avec les patients experts que, bien évidemment, avec les médecins. Capacité également de dédramatiser la situation aussi, de façon crédible, pas de façon intellectuelle, qui peut être jugée comme parfois condescendant, ou bah oui, c'est facile pour lui de me raconter ça, puisque de toute façon, il n'y connaît rien. Non, là, il y a quelque chose d'immédiatement lié à la solution. Il y a en face de soi quelqu'un qui est porteur de solution, alors que précisément on a vu avant qu'on est celui qui ressent qu'il n'y a jamais de solution. Et là, il y a quelque chose qui se déplace. Étonnamment, l'autre n'est pas qu'un miroir de mon insuffisance. L'autre, étonnamment, amène des solutions. Tout simplement par le fait d'être une vie à côté de soi qui se bat. Bien évidemment, rendre les malades acteurs de leur maladie, etc. C'est donc tout ce qui se joue avec les patients experts. Les termes varient, hein, patient partenaire, patient acteur, patient ressource, plutôt patient ressource qui est la notion qu'on trouve par exemple au Canada, puisque les Canadiens connaissent quand même assez bien cette question du patient, qui non seulement, bien évidemment, permet de valoriser un certain type de connaissances à partir de l'expérience et de son expertise, mais qui souvent aussi permet aux autorités de santé de réaméliorer l'organisation des soins, aux équipes de soins elles-mêmes, à un moment donné, si elles ne se jouent pas en concurrence bête, au contraire s'appuyer sur leurs compétences, et bien évidemment pour les autres patients de bénéficier d'un soutien tout à fait conséquent. Autre point avant que n'arrive, s'il arrive, notre cher Frédéric, mais normalement il va arriver. Autre point, j'avais dit, voilà, si on continue la lignée comme ça, il y a un autre grand monstre, parce que c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on qualifie les artistes, et c'est pas pour rien, et peut-être que c'est un monstre au carré,
le malade artiste, quoi. Celui qui, à un moment donné, non seulement a traversé cette expérience, mais en plus en fait une œuvre. Et alors là, vous avez des grands textes. Moi, j'ai juste pris un texte qui est tout à fait connu, qui s'appelle Mars, qui est un texte fait sous le pseudonyme de Fritz Zorn, et qui a été un livre assez connu et qui, comment dire, est assez là aussi intéressant sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, les voies comparatives insoupçonnées, puisque, donc, livre publié dans les années 70, un best-seller quand même mondial, et où l'auteur, le narrateur, mais on peut dire l'auteur, le narrateur, explique comment il a développé son cancer et comment il considère que, donc c'est vraiment très particulier comme diagnostic, qu'il considère qu'il a développé son cancer pour des raisons totalement psychosomatiques et parce que ça renvoie directement au fait que lui aussi était captif depuis sa naissance, mais pas par la maladie rare, mais par l'éducation des parents. Et donc, il renvoie et il dit « Mon éducation était cancérigène, j'ai été éduqué à mort, etc. etc. » Et donc, il considère d'une certaine façon que son cancer est la réponse qui a été faite par son corps à l'existence qu'il a vécue. Et, dit-il de façon très provocatrice, c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue. Voilà, mon cancer, en fait, c'est vraiment heureusement que j'ai eu cela. C'est une chance que ce cancer se soit déclaré. Je veux dire par là qu'avec ce que j'ai reçu de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'attraper le cancer. Bon. Bien évidemment, parce que c'est à partir de là, dit-il, qu'il a pu comprendre, dit-il, qu'il avait été abîmé par son milieu. Et donc, on l'avait vu au tout début, vous vous souvenez, en année 1 ou 2, je ne sais plus quand, la question de l'accident, et qu'il fallait faire récit, quoi, qu'il fallait tout d'un coup se réapproprier d'une certaine manière, que très souvent, l'accident, la maladie, suscitait un tel événement que cet événement, enfin, nous permettait d'attraper la vie. Bon, c'est toujours, comment dire, par ce paradoxe qu'on attrape la vie. Donc, référez-vous à ce texte-là qui est tout à fait intéressant. Et puis, le dernier texte, aussi, je vous renvoie, c'est, comment dire, le texte de Ruven Augien, qui nous a quittés. Donc c'était aussi pour cela que je voulais faire un petit signe à ce texte, mais 1001 nuits, qui raconte le cancer dont il a été victime, lui qui est par ailleurs philosophe. C'est un texte assez intéressant, d'abord parce que, dit-il, la maladie est une bouffonnerie sociale, un théâtre. Et d'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est « La maladie comme drame et comme comédie ». Et donc, ça renvoie vraiment à ce qu'on avait vu là avec Goffman, vous savez, sur les rituels de dépersonnalisation que subit le malade, sur le terme de Goffman, c'est profanation de la personnalité. Vous avez marqué quand on l'avait énoncé ici. Profanation de la personnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous retrouvez en culotte, les fesses à l'air,
avec la blouse qui est ouverte par derrière. Ça s'appelle une profanation de la personnalité chez Goffman. Bon, ben, comment dire, Ruven-Augien dit exactement la même chose. Il dit, mais en fait, c'est une farce. C'est une farce où chacun joue un rôle. Vous avez la blouse blanche, décontractée, flottante du médecin, ouverte à l'avant, magnifique, etc. C'est comment l'autre, Dr House, enfin je ne sais plus comment. Voilà. Et vous avez la tunique grotesque du patient, ouverte à l'arrière, la même partouze comme un bavoir géant, etc., etc. Donc, qui ne peut pas dire que c'est une farce? On est chez Molière. On est chez Molière, il ne manque plus que, vous vous souvenez quand on avait fait le texte de Foucault, qui nous rappelait qu'au début, le médecin était annoncé par une cloche. Là, on pourrait dire, on pourrait faire les trois coups. Bon. Donc ça, c'est un tragédie narcissique, en gros, de toute cette histoire-là. Mais autre point aussi assez intéressant, dit-il, c'est la critique très forte du dolorisme qu'il fait, en considérant en fait que, voilà, en fait, étonnamment, alors que nous avons les technicités pour faire disparaître la douleur, très souvent, cette question de la douleur, en tout cas en France, est encore considérée comme une question subalterne, comme une question sur le côté. En tout cas, c'est l'expérience qu'il raconte. Ça aussi, l'expertise des patients, je pense, qui est très intéressant. En disant, voilà, il y a toujours soit ce complexe de croire que la souffrance, n'est pas vraiment un mal, en tout cas que ce n'est pas le mal principal, voire que ça nous donne des éléments sur le mal principal, etc., etc., ce qui se comprend théoriquement, mais qui à un moment donné, quand même, est problématique. Et c'est une préoccupation secondaire, et qu'en plus, elle est bien évidemment déléguée au personnel subalterne comme étant une non-question, comme étant une question corollaire, voilà, mineure, alors que bien évidemment, c'est un des points centraux de la souffrance. Et puis également, dit-il, pourquoi comédie? Parce que très très vite, et là aussi c'est quelque chose que sans doute ceux qui sont atteints d'une maladie rare ou d'une maladie chronique connaissent, c'est l'obligation de composer une image publique de bon patient. Et qui est aussi, voilà, docile, non agressif, ne contestant pas la compétence technique et la supériorité intellectuelle des praticiens, etc., etc. Et sinon, là aussi, ça nous renvoie à l'archéologie du monstrueux. Si vous vous souvenez, très très vite, on est sur le délinquant, l'incorrigible. Et voilà, si le patient ne se comporte pas d'une certaine manière, ben, il peut assez rapidement être considéré comme un incorrigible patient, comme un parasite en tout cas, quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut pour aller bien. Et ce qui d'ailleurs est très logique aussi, dans le sens où ceux qui subissent, quand ils sont malades chroniques, cette espèce de désintégration sociale, c'est aussi parce que, voilà, il faut, dit-il, vous voyez ça dans un entretien qu'il avait donné juste avant de mourir. Je crois que c'était, je sais pas, c'est peut-être au Nouvel Observateur ou Libération, j'avoue que je ne sais plus, où il dit, voilà, le malade est à première vue celui qui fait défection, celui qui se soustrait, plus ou moins intentionnellement, à ses obligations économiques et sociales, et pour échapper à l'accusation d'être un tricheur, un parasite, un assisté, il doit trouver des justifications acceptables à son retrait de la vie sociale normale. Et donc, être un bon patient, c'est démontrer quand même, en tout cas surtout dans les maladies chroniques,
dans les maladies incurables, c'est à chaque fois démontré par toute une série de comportements extérieurs que on n'est pas malade intentionnellement. Un job, hein, parce que, l'air de rien, on est normalement occupé à autre chose. Eh bien non, il faut aussi s'occuper à cela. Donc c'est là où il dit bouffonnerie. Parce que normalement, on ne devrait pas, être assigné à cette obligation de théâtre et de farce. Mais, nous raconte-t-il, c'est souvent le cas. Bon, eh bien écoutez, on va... Le titre de son livre, c'est, c'est 1001 nuits, hein, je crois. 1001 nuits, mais 1001 nuits, pardon, mais 1001 nuits, sous-titre La maladie comme drame et comme comédie. Voilà, et c'est bien évidemment son dernier ouvrage. Voilà, donc on passe aux questions.